Joël Motil, Alexandra Wisniewski, j'ai pas vu. Régis Stolman, Cécile Escobar, je pense que c'est le RER aussi. Voilà. Et avec nous, Collet a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon. Béatrice Marcussi devrait arriver. Josiane Carpentier, Maxime Kadjanian, je l'ai vu. Awa Fofana a donné pouvoir à Keltoum Rojdi, que je n'ai pas vu. Thierry Thibault, Sana Seytouli a donné pouvoir. Alors à qui? Alors on va dire à Moussa Diarra. Radia Leroul que j'ai vu, donc qui devrait arriver. Dominique Lefebvre est présent. Marc Denis que j'ai vu également. Keltoum Rojdi que j'ai vu également. Hervé Chabert que j'ai vu. Marie-Françoise Arouet a donné pouvoir à Radia Leroul. Rachid Bouch a donné pouvoir à Régis Litzelman. Claire Beugnot, Nadir Gagui va arriver. Nadia Atroubi Safsaf. Marc, tu as le pouvoir? Oui. Pouvoir Marc Denis. Bruno Stary va arriver. Michel Mazar a donné pouvoir à Malika Yedri. Aruna Dia, je ne l'ai pas vu. Il est là, Aruna? Il est là. Anne Vaillant est présente. Jean-Luc Roch est présent. Souria Le Grève est présent. Sadek Abrousse présent. Thierry Sibieude. Tatiana Priez, je l'ai vu. Mohamed Traoré, je l'ai vu. Rébien Milly présent. Armand Payette présent. Sandra Marta, pouvoir. D'accord. Oh. Mais si elle vient, je ne donne pas le pouvoir. Si, bon, c'est comme vous. Ouais. Ouais. Jacques Vasseur, je l'ai vu. Marianne Nicpo a donné pouvoir à Jacques Vasseur. Mohamed Béril est présent. Marie-Isabelle Pomander est présent. Jean Mauclair présent. Alors, nomination du secrétaire de séance. Béatrice Marcussi, elle arrive ou pas? Normalement oui, donc on va dire que c'est Béatrice Marcussi. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 2 février 2017. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires, donc... Ah, Marc Denis. Le micro, s'il te plaît. Excuse, ça charge. Alors, page 20. On va y arriver. Excusez-moi, voilà. Page 20 sur... Ouais, je t'écoute. Ouais. Faut que je balaye. Page 20 sur l'avant-dernier paragraphe, où il est marqué « Il informe que le groupe Europe Écologie Les Verts a déposé une réponse à l'appel à projet TEPCV. Il ne s'agit pas, même si je revendique mon appartenance au groupe, au mouvement Europe Écologie Les Verts, il s'agit d'une annonce qui était faite en tant que vice-président de la communauté d'agglomération. Donc ce n'est pas ELV qui a déposé, mais c'est bien moi, en tant que VP de l'agglo, qui ai déposé le dossier de candidature à TEPCV, Territoire Énergie Positive pour une croissance verte. Page 30. Oui.
rappelle que la loi Allure a prévu de transférer, etc., etc. Il note qu'il s'agit bien de la question qui se pose aux communes et non pas qui oppose les communes. D'accord, on note. Page 31. Dans l'avant-dernier paragraphe, il fait remarquer que ce bassin de vie n'existe malheureusement pas toujours dans nombre d'intercommunalités qui se sont créées et regroupées, à l'image d'une structure dans les Yvelines où près de 60 communes ont fait du chiffre, mais qui n'a pas de cohérence en tant que de bassin de vie. Qui ont fait du chiffre, enfin qui sont nombreux, mais voilà, il y a un problème de style, on ne comprend pas trop sinon. Alors tu proposes? Oh, je propose de supprimer, enfin qui n'ont pas D'accord. vu leur nombre, enfin Ok. vu leur nombre et qui n'ont pas de cohérence en tant que bassin de vie. Voilà. Page 31, première phrase. Il avertit du risque que ce soit un jour imposé par davantage de mutualisation. En fait, il avertit du risque que soit un jour imposé davantage de mutualisation. Sinon, on ne comprend pas la phrase. Okay. Et page 33, 1, 2, 3, quatrième paragraphe. Monsieur Denis note que Monsieur Lefebvre et Monsieur Nicolet ont indiqué la posture et la vision de la majorité, etc. Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais dit, pas forcément mot pour mot de ce que j'ai dit la dernière fois. C'est Monsieur Denis note que Monsieur Lefebvre avait bien noté la position que nous avons sur la mutualisation et que nous avions, voilà. Donc on remplace posture, pas position. Non, on avait bien noté que Dominique Lefebvre avait bien compris notre expression politique. Ce n'était pas une posture, mais bien la confirmation d'une orientation politique. D'accord. Voilà, c'était tout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non, c'est bon. Donc je vous propose d'intégrer les modifications demandées par Marc et je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la majorité s'abstient. Non, la minorité s'abstient. Et la majorité est pour. Voilà. Alors je propose de passer maintenant, il n'y a pas de questions diverses, je propose de passer à l'ordre du jour. Donc je ferai une première information à l'ensemble du conseil municipal. Et il y a deux points, deux exposés de motifs en débat. Le premier sur l'approbation du CRAC, on dit, donc compte rendu d'activité annuelle d'activité de la collectivité locale de la SPLA Cergy-Pontoise à la ville de Cergy dans le cadre de la concession du lotissement de la Croix-Petit et après mise à jour du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de petite enfance de la ville de Cergy. Donc la première information que j'aimerais partager avec vous, c'est, vous savez, donc la ville de Cergy est une ville qui grandit en termes d'habitants, comment dire, d'année en année, qui fait qu'à un moment donné, on va écrire une nouvelle page de l'histoire de cette ville en se dotant d'une salle qui aujourd'hui n'existait pas, qui est une salle des cérémonies, puisqu'on est dans une ville quand même de 63 000 habitants, qui aujourd'hui avait une ancienne salle qu'on appelait la salle des mariages, qui était réservée globalement qu'au mariage, même si on la partage de temps en temps avec quelques réunions diverses, et puis les commémorations, mais on voit bien qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement complexe, à la fois par les problèmes de sécurité publique que nous pouvions avoir, les problèmes de retard des bus, qui faisaient qu'à un moment donné, nous étions dans une impossibilité dès qu'il y avait un mariage qui était en retard, et ce qui arrive souvent, faisait que le cœur
autour de l'ancien hôtel de ville était complètement embolisé. Donc nous avons décidé de réfléchir à une évolution. C'était quelque chose qui avait fait déjà l'objet de plusieurs, je dirais, réflexions par le passé. Et donc nous avons décidé de transférer et de créer donc ici, dans cet hôtel de ville, une salle des cérémonies qui sera du côté de l'entrée où vous avez l'ex-entrée principale, et qui se trouvera au premier étage de cet hôtel de ville. Pour les personnes à mobilité réduite, bien évidemment, il y aura l'ascenseur, donc ça ne pose véritablement aucun problème. Et ça permet ainsi de pouvoir à la fois disposer d'une salle qui sera un peu mieux adaptée, mais surtout d'avoir aussi les parkings qui seront libres quasiment, notamment le samedi, et permettre aux gens de pouvoir lorsqu'il y a un mariage en retard, de pouvoir être, je dirais, à l'abri, pour ceux qui ont fait bien souvent des mariages comme moi. Vous le savez bien, quand il y a un mariage de retard, la petite salle en bas est très petite, qui fait que les gens sont obligés de rester dehors. Là, on aura la possibilité aussi d'abriter les gens à l'intérieur dans ce grand hall que nous avons, qui permettra ainsi, je pense, un meilleur accueil des invités pour cette cérémonie. Donc nous vous proposons, c'est juste un titre d'information, donc nous proposons bien de pouvoir ouvrir cette salle des cérémonies à partir du 19 juin. Elle pourra accueillir 200 personnes et devrait, je dirais, monter en puissance tout au long de cet été pour, à mon avis, avoir un dispositif à plein d'ici le mois de septembre. Voilà l'information que je souhaitais partager, qui est une information importante, puisque c'est quand même ici le 4e hôtel de ville de la ville de Cergy, dans l'histoire de cette ville. Et je pense que c'est important de pouvoir doter cette ville d'une salle des cérémonies qui nous permettra bien sûr de faire les mariages, mais pas uniquement les mariages, puisque, comme vous le savez aujourd'hui, dès qu'on a une manifestation, nous sommes obligés d'aménager la rue intérieure, ce qui est peu pratique. Nous faisions samedi dernier l'accueil des nouveaux habitants, et c'est vrai qu'en pleine journée, on a des problèmes d'écran, de visibilité. Donc on voit que globalement, on va améliorer aussi les conditions des différentes réunions que nous faisons. Je pense que c'est une bonne chose, même si je comprends bien que pour certains, mais aussi dans cette salle, mais aussi au village, ça peut être un crève-cœur, mais je pense que la ville grandit et qu'il est nécessaire de pouvoir accompagner ce développement. Voilà l'information que je voulais vous faire passer et qui est, je pense, une information à partager entre tout le monde. Monsieur Payette. Oui, merci Monsieur le maire. Très brièvement, évidemment, nous connaissons les difficultés que rencontrent les habitants du village notamment, mais pas que, lorsqu'il y a des mariages qui sont organisés dans la salle de la mairie annexe. Et donc nous partageons l'idée que déplacer entre guillemets ces mariages ici dans l'hôtel de ville répond à des difficultés et répond à un besoin, donc nous sommes favorables à cela. J'attire néanmoins l'attention sur 2 éléments. Le premier, c'est que le fait de célébrer les mariages ici non plus à la mairie du village ne doit pas être un préalable à la fermeture à moyen terme ou à court terme de la mairie annexe du village. Je crois qu'il faut rassurer les habitants sur ce point si ça n'est pas votre projet, parce que les horaires ont déjà été aménagés. Et donc il y a beaucoup d'habitants du village et du sud de Cergy qui se posent cette question. Et je crois qu'il faut les rassurer. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous le disiez, la mairie annexe du village, elle a un certain cachet, un certain charme. Je ne dis pas que celle-ci n'en a pas, mais dans un autre style. Plus minéral, on dira. Et donc, comme il s'agit d'une salle de mariage, il faudra peut-être veiller à aménager l'espace pour que celles et ceux qui s'y marieront s'y sentent bien, et que le cachet qu'on pouvait avoir à la mairie du village, on le retrouve sous une autre forme évidemment, dans la salle qui sera aménagée à cet effet. Sur le premier point, je vous rassure, il y a une réflexion qui va être lancée pour regarder comment on utilise le premier étage, parce que sur le rez-de-chaussée, je suis en train
et nous sommes en train de négocier avec la Poste qui souhaite fermer son bureau de poste au village et donc de faire que du personnel municipal puisse continuer à œuvrer pour l'activité postale. Et donc sûrement le rez-de-chaussée servira, je dirais, en agence postale. Et c'est le désengagement de la Poste qui nous pose aujourd'hui beaucoup de questions. Et j'ai réussi dans la négociation à pouvoir garder le DAB qui pouvait être supprimé aussi par la Poste. Et donc ça fait partie des débats. Donc moi je ne suis pas du tout inquiet, je dirais, sur l'évolution de cet ancien hôtel de ville. Déjà, on va pouvoir maintenir un service de proximité auprès des personnes qui en ont besoin. Et puis, on va lancer une réflexion sur cette salle de premier étage, qui est une grande salle, qui a été aménagée en son temps. Et donc, je pense qu'on aura une réflexion partagée sur ce point-là. Donc l'objectif n'est pas de fermer, bien au contraire, c'est de maintenir du service public au niveau du village. Sur le deuxième point, bien évidemment, on va faire très attention à la qualité de la réception des futurs mariés. Moi, je fais confiance au service pour nous faire, je dirais, une salle, mais c'est moins la salle qui, moi, m'avait posé problème que l'environnement de la salle, et donc un aménagement extérieur qui nous permette progressivement d'avoir une entrée à la fois une entrée au niveau des parkings, mais à la fois au premier étage, qui soit non pas minérale, mais véritablement végétale. Donc voilà les réflexions que nous avons et qui devraient faire que cette salle sera une salle de réception et de cérémonie digne de ce nom, digne de la ville de Cergy. Je vous propose... oui, Marc. Oui, sur cette orientation, ça ne surprendra personne qu'on l'accueille avec caractère positif, puisque c'était une vieille proposition que nous avions faite déjà il y a bien longtemps, près de 10 ans, au cours du mandat 2001-2008. Donc, tout à fait OK pour ce transfert, avec les problèmes qu'il pose actuellement. Voilà. Il ne gêne pas que les riverains, d'ailleurs, qui gênent aussi les gens qui utilisent le passage et qui viennent hors du village. Voilà, rapidement. Ok, donc voilà, c'est une information, mais je pense que c'était intéressant pour tous de pouvoir la partager et pouvoir donner cette information à ceux et celles qui auront à un moment donné l'intention de se marier. Je propose de passer maintenant à la note numéro 3. Donc Éric Nicolet n'étant pas là en déplacement professionnel, je propose de vous présenter rapidement la note. Donc il s'agit de la présentation du compte-rendu annuel d'activité à la collectivité locale pour l'année 2016 de la SPLA sur le lotissement Croix-Petit. Bon, historiquement, je rappelle que cette opération avait été engagée le 26 septembre 2005, dans le cadre de l'opération En rue 1, comme on dit, et notamment signée par la ville, l'État, différents partenaires. Aujourd'hui, la livraison de cette opération devrait se terminer mai 2018, puisqu'il y a un dernier bâtiment qui est aujourd'hui en cours de construction, qui est le lot foncière logement, qui sont des logements intermédiaires, 55 logements. Et à terminaison, l'opération de la Croix-Petit comptera 314 logements sociaux, 602 logements en accession et 134 locatifs libres. Parallèlement, bien évidemment, est prévu dans ce projet de l'aménagement des espaces publics. Et donc ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, notamment la requalification des voies périphériques avenue du Nord entre le boulevard du Port et la rue de Pontoise. Et vous avez bien sûr l'avenue du Ponceau qui a été également réalisée. Voilà, donc je pense qu'on a l'ensemble des travaux qui sont en cours et qui devraient se terminer environ vers... je reprends la date exacte, donc devrait se terminer à peu près au 31 juillet, et de permettant ainsi de pouvoir, et je vous rappelle l'objectif que nous avions, de pouvoir limiter le transit, et l'expérience et les premiers éléments que nous avons nous permet de dire que nous réussissons, puisqu'à peu près 30% du trafic qui passait par
ces avenues a été détournée sur d'autres axes qui sont normalement les axes principaux et qui est finalement conforme à l'orientation que nous en avions depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire éviter tout transit dans le cœur et le centre de Cergy. Voilà l'information que je pouvais vous donner. Donc je pense qu'il y a une intervention. Monsieur Vasseur. Merci, monsieur le maire. Alors pour moi, c'est plus un constat que je fais et une interrogation. Le quartier de la Croix-Petit est un quartier récent, dont les constructions sont pour la plupart des constructions de qualité. Et à ce que l'on peut constater, c'est que des familles qui ont acheté un appartement sur la Croix-Petit revendent rapidement. Ce qui est inquiétant lorsqu'on pense que le programme n'est pas achevé. La question, c'est pourquoi ces familles veulent-elles partir ? J'ai pu communiquer avec une de ces familles qui avait été très intéressée par l'achat d'un bien à Cergy. Elle leur a demandé pourquoi elles partaient si vite. Ils sont restés 4 ans. Réponse, pas de commerce, faire 4 km à l'aller-retour pour aller chercher le pain. Pas drôle. Problème de trafic divers et variés dans le quartier. Taxes sur certains immeubles. Et le constat de cette famille, je ne veux pas élever mes enfants dans cet environnement. Je n'ai pas envie que mon logement perde rapidement de sa valeur. Alors moi, je voudrais connaître votre sentiment sur ce problème. Et comme je pense que vous devez en avoir connaissance, quelle sera votre réponse ? Alors, je pense que nous n'avons pas bien sûr la même vision, puisque le nombre de reventes de logements, c'est des choses que nous suivons de près. Et il n'y a pas, je dirais, énormément de reventes de logements à la Croix-Petit. Les seuls éléments que nous avons en termes de revente sont des éléments où les familles se sont agrandies. Et lorsque les familles s'agrandissent, bien évidemment, il faut une pièce supplémentaire. Et donc, les chiffres ne prouvent pas ce que vous voulez démontrer et que nous sommes, je dirais, dans une situation normale de taux de revente des logements. Sur les commerces, le problème, il est simple, c'est que les commerces, vous avez à pied, et c'est un choix aussi de vie. À pied, vous allez, pour une boulangerie, vous avez les Chênes à même pas 10 minutes à pied. Vous avez les Linandes à même pas 10 minutes à pied. Et vous avez le Grand Centre à, allez, je vais être sympathique, un quart d'heure à pied en passant par l'ensemble des espaces qui sont aujourd'hui des espaces aménagés et de très grande qualité. Donc, je considère que, et c'est le choix que nous avons fait, de privilégier, et c'est pour ça que nous avons refait les passerelles, c'est pour ça que nous avons mis 2 ascenseurs, c'est pour ça que nous privilégions les circulations douces pour faire que les gens puissent aller, je dirais, faire leur course. Donc, à ce titre-là, le choix qui a été fait à l'époque, c'est de pouvoir disposer d'équipements publics. Les équipements publics, je vous rappelle que vous avez 3 écoles qui sont à même pas 5 minutes à pied, que ce soit le groupe scolaire des Chênes, que ce soit le groupe scolaire du Chemin de Puy, que ce soit le groupe scolaire du Ponceau, et vous avez en plein milieu une crèche, et nous avons aménagé l'ensemble des espaces publics, puisque vous avez 2 hectares d'espace vert, avec, je dirais, un certain nombre de jeux pour tout âge, et je peux vous dire que dans bien des quartiers aujourd'hui, et dans bien des îlots, ils sont envieux de ce que nous avons pu mettre en place sur la Croix-Petit. Enfin, quand vous regardez bien, vous avez à la fois un équilibre en type de logement, à la fois de l'accession, à la fois du logement intermédiaire, à la fois du logement social. Donc je pense que nous avons, même dans ce quartier-là, juste sur ce quartier-là, fait un vrai parcours résidentiel. Voilà ce qui se passe dans ce quartier. Après que vous me parliez, je dirais, du trafic, mais ce n'est pas le seul quartier, ce n'est pas le seul îlot, je dirais, de toute la France, où vous avez aujourd'hui ces problèmes. Ces problèmes, on les connaît, ils sont clairement identifiés, il y a un travail conjoint avec la police nationale, avec la justice, mais vous le savez bien, il faut remonter les filières.
ça ne sert à rien d'arrêter une personne, sachant que le lendemain, elle sera remplacée. Et donc, c'est tout un travail qui est fait par la sécurité départementale pour pouvoir remonter les filières et faire tomber les filières. C'est ça, je dirais, aujourd'hui, la situation telle qu'elle est sur ce quartier-là, qui n'est pas plus anxiogène que d'autres quartiers. Je dirais que, globalement, quand je regarde la situation sur l'ensemble de la ville, nous avons depuis maintenant des années baissé le niveau d'incivilité sur cette ville. Après, si vous vouliez, et je partage moi ce point de vue, c'est qu'aujourd'hui il nous manque des policiers nationaux, mais vous savez exactement pourquoi. C'est qu'à un moment donné, quand on supprime des policiers nationaux à une période donnée, le temps de formation de ces policiers, le temps de reconstituer, je dirais, des jeunes qui permettent de pouvoir connaître, je dirais, les quartiers, tout ça, ça, oui, c'est le vrai sujet. Et moi, j'en appelle, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, à mettre en place des polices de proximité, mais ça ne résoudra pas le problème dont vous parlez. Le problème dont vous parlez, un jour, il faudra qu'on ait un vrai débat sur l'usage de la drogue, comment la combattre, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas en faisant et en demandant aux policiers de faire des contrôles et d'arrêter les personnes, pas les arrêter, parce que de toute façon, de prendre les contrôles et de remonter les dossiers, que nous faisons avancer le sujet. Donc il y a un sujet de fond qu'il faudra qu'un jour que la société française aborde, et que plutôt que de mobiliser aujourd'hui des policiers nationaux à faire des contrôles d'identité sur des personnes que l'on connaît très très bien, je pense qu'il faut s'attaquer au vrai sujet, mais j'attends bien évidemment que le nouveau gouvernement s'attaque au vrai sujet et mette en place une police de proximité comme il l'a dit. Dominique. Merci, monsieur le maire. La question que j'ai envie de poser à Jacques Vasseur, que j'ai connu dans cette assemblée plus inspirée, et à ses collègues, et notamment à monsieur Payette, c'est, en intervenant de cette manière sur ce sujet-là, à l'occasion d'une délibération qui porte sur le compte rendu de l'opération d'aménagement, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Nous sommes en 2017. J'ai lancé l'opération de rénovation qui est passée par une opération de démolition reconstruction de la Croix-Petit en 2002. Jacques Vasseur, vous étiez dans cette ville. Vous connaissiez ce quartier. Vous connaissiez sa réalité, notamment sa réalité sociale. En 15 ans, on a relogé l'intégralité des familles sur Cergy. Non seulement on a relogé l'intégralité des familles sur Cergy, mais je rappelle que quand on a démarré l'opération, il y avait 380 familles, on a fait plus de 530 relogements. Ce qui veut dire qu'on a réglé des questions sociales, notamment celle de décohabitation des jeunes. Là où il y avait 380 logements très sociaux, on a construit plus de 1000 logements. 1000 logements. Nous sommes dans une phase d'achèvement, 15 ans après de cette opération lourde, en construisant un dernier immeuble qui est un immeuble de logement intermédiaire qui participe de l'équilibre et de la mixité de ce quartier. Le maire a donné les équilibres. Il y a quasiment autant de logements sociaux qu'avant, du logement intermédiaire, plus de 600 logements en accession. Et ce quartier fonctionne bien, bien si ce n'est mieux que bien des quartiers dans cette ville. Et nous sommes en train, effectivement, ça avait été un débat, notamment avec nos amis écologistes, mais également, j'ai bien entendu ce que vous avez dit en disant c'est un quartier de qualité. Je rappelle que la position de la droite en 2002, c'est qu'il ne faut pas démolir ce quartier. Et qu'après, la position, c'était de dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Aujourd'hui, on a un quartier qui correspond à ce qu'on avait voulu faire, un prolongement du parc Mitterrand, un parc urbain intérieur remarquable, et on a toujours dit qu'on éliminerait la circulation de transit en faisant des voies dessertes. Et on est en train de faire ce sens unique qui va bien fonctionner, comme quand tout le monde aura pris l'habitude. Vous savez que je suis riverain de ce quartier. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui, sur un témoignage d'une personne dans ce quartier, de vouloir colporter l'idée qu'il y aurait des quartiers stigmatisés, stigmatisants, et qui, un jour, reviendraient sur leur histoire et poseraient des difficultés. Vous faites exactement ce qu'on fait à un moment, et je m'en étais ému auprès du commissaire de police et du préfet, quand les premières personnes voulaient acheter à la Croix-Petit, et que quand ils appelaient à l'hôtel de police, les policiers répondaient « Mais vous comprenez, la Croix-Petit, mais dans 10 ans, ce sera pareil qu'avant. »
Jacques Vasseur, est-ce qu'aujourd'hui, la Croix-Petit, dans son équilibre social, dans sa qualité urbaine, dans ce que nous avons fait socialement pour les habitants de la Croix-Petit, ceux qui vivaient à l'époque dans le désordre, est-ce que c'est une belle opération? Est-ce que c'est une opération réussie ou est-ce que c'est un échec? En posant ces questions insidieuses sur un témoignage qui n'est corrobé par aucun chiffre réel sur les mutations dans ce quartier, je rappelle que les premières livraisons, elles ont eu lieu il y a 5-7 ans, dans un quartier d'accession avec des taux à 5,5 et avec des familles qui bougent. Moi, je passe à côté, il y a évidemment des appartements en vente, des appartements en location, ni plus ni moins qu'ailleurs. Donc franchement, pourquoi vous intervenez au conseil municipal pour tirer vers le bas cette ville? Parce que c'est nous qui avons réalisé cette opération exemplaire. Je trouve ça scandaleux, scandaleux. Monsieur Payette. Ah, Monsieur Vasseur, alors je ne sais pas qui commence. Monsieur Vasseur et après Monsieur Payette. Alors, la Croix-Petit existe. On a été contre, mais qu'on soit pour ou contre, c'est un quartier de Cergy. Comme Cergy-Sois, on veut que les quartiers réussissent. Je n'attaque pas la Croix-Petit pour se caler. Je m'inquiète parce que les appartements sont en vente, il y en a beaucoup. Des familles partent parce qu'elles ont des problèmes, disent avoir des problèmes. Je n'y habite pas. Je fais simplement un compte-rendu. Je n'attaque pas la Croix-Petit comme étant la Croix-Petit. Elle est là, elle est là. Les immeubles sont de qualité, les appartements sont de qualité. C'est un constat que l'on fait. Après, c'est tout. Je ne trouve pas scandaleux que je puisse intervenir pour dire peut-être qu'il y a un problème à la Croix-Petit. Monsieur Payette. Bien, merci Monsieur le maire. Moi, je m'étonne que depuis plusieurs mois maintenant, on ait la possibilité d'avoir des débats sereins dans cette instance et qu'à 4 semaines d'élections qui, pour certains, sont des élections où ils se présentent, on soit obligé de porter dans cette enceinte des accusations aussi violentes, d'une part, et de tenir des propos aussi virulents, d'autre part, sur un sujet qui mérite qu'on en discute. On a eu l'occasion dans cette instance de débattre à de très nombreuses reprises de ce qu'était la politique du logement dans cette ville. Nous avons fait part de nos avis divergents avec votre majorité. Nous avons aussi fait un certain nombre de propositions. Maintenant, il nous est demandé dans cette instance ce soir d'approuver le compte-rendu analytique aux collectivités locales réalisé par la SEM ou la SPLA Cergy-Pontoise Aménagement devant les élus du conseil municipal. En tant qu'élus du conseil municipal, nous nous exprimons. Et nous avons le droit de porter un jugement sur l'opération qui a été menée. Et je crois même que nous avons le devoir de dire, lorsque nous observons des dysfonctionnements, même s'ils n'ont pas une ampleur exceptionnelle, même si nous n'avons à aucun moment incriminé le quartier en particulier, je crois que c'est notre devoir, en tant qu'élus municipaux, de porter ces témoignages-là dans cette instance. Et donc, monsieur le député, non, vous n'avez pas à monter comme ça sur vos grands chevaux dans cette instance, alors que depuis plusieurs mois, nous avons ici même au conseil municipal, en votre absence, des débats très sereins. Nous continuerons, à chaque fois que nous en aurons l'opportunité, d'apporter des points de contradiction avec vous lorsqu'ils existent, et puis de dire aussi nos points de convergence lorsqu'ils existent par ailleurs. Mais sachez bien une chose, c'est que les élections, c'est un temps. Peut-être que vous avez besoin d'utiliser cette tribune pour faire des effets de manche. Moi, je crois qu'il faut revenir sur le fond. Sur le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, nous avons des témoignages de personnes qui ont vécu des désagréments dans le quartier. Ça ne veut pas dire que tous les habitants des 1055 logements, ou des 1000 aujourd'hui, puisqu'il en reste un certain nombre à livrer, les vivent. Nous avons le témoignage de personnes qui, dans les quartiers annexes, et notamment aux Cellettes, nous disent qu'ils subissent l'attroupement d'une très petite minorité d'individus, mais qui, au pied de leur maison, puisque là on est sur des duplex, vivent ces trafics qui les empêchent de rentrer chez eux. On n'est pas en train de dire que c'est un quartier qui est inabordable, qu'on ne peut pas y circuler, qu'il ne fait pas bon y vivre. Bien au contraire, moi j'y passe très régulièrement et je trouve effectivement que dans ces quartiers, il y a beaucoup de choses très positives qui sont construites et un esprit de quartier qui s'est construit depuis 3 ans. Qui dit le contraire? Mais est-ce que pour autant on doit taire ces difficultés? Est-ce que pour autant on ne doit pas en parler? Est-ce que pour autant on ne doit pas saisir la possibilité de cette instance municipale pour discuter de ces sujets? Est-ce que pour autant il faut faire la polémique comme vous en faites
parce qu'on est à l'approche des élections législatives? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'on a le droit d'avoir dans cette instance un débat serein, puis de poser les choses, de dire ce que nous voyons, de dire ce qu'on nous remonte comme information, pour que vous les régliez, puisque c'est vous qui êtes aux manœuvres aujourd'hui, et c'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur ces questions-là, avec d'autres intervenants, avec la PM, avec la police nationale, bien entendu, avec les services judiciaires. Personne n'a dit qu'il fallait démanteler tous ces petits trafics qui n'emportent pas plus de conséquences que celles des désagréments que peuvent subir quelques riverains. Il ne s'agit pas de cela. Et ce que vous dites sur le fait de repérer quelques individus, de remonter les filières pour arrêter les têtes de réseau, nous les partageons. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais néanmoins, il faut quand même les identifier, il faut les dire au cas où vous n'auriez pas été au courant de ces informations, ce dont je doute. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la circulation et le transfert des voitures sur d'autres axes routiers. Vous dites diminution de 30%. Très bien. Mais est-ce que cette diminution de 30% du trafic est due à l'utilisation pérenne d'autres réseaux dans la ville pour aboutir sur leur trajet, ou est-ce que cette diminution du trafic n'est due qu'aux travaux qui ont lieu actuellement, sachant que vous remontez l'avenue du Nord comme moi j'imagine, et qu'il y a un feu de 3 minutes, et que du coup il y a beaucoup d'individus évidemment qui, quand ils sont en voiture et qui savent qu'il y a ce feu de 3 minutes aujourd'hui, prennent d'autres axes. Peut-être que demain on ne sera pas du tout sur cette dimension-là. Pour le reste, sur les questions de développement durable, je crois que nous avons déjà exprimé à de très nombreuses reprises nos positions sur ces questions. Le fait qu'il y ait une piste cyclable, le fait qu'il y ait une voie réservée de bus, bien sûr nous le partageons. Je note simplement que les travaux étaient censés initialement se terminer en avril. C'est ce qui est écrit sur le panneau qui est à l'angle de l'avenue du Nord et de l'avenue du Ponceau, et que nous sommes en mai et que ce n'est pas terminé, et que dans le CRAC qui nous est soumis à approbation ce soir, la fin de ces travaux est repoussée à fin juin. Voilà l'ensemble des éléments que nous voulions mettre sur la table ce soir, sans esprit de polémique, pas avec des effets de manche comme certains voudraient en faire ce soir, mais simplement en disant les choses, parce que depuis plusieurs mois, nous avons dans cette instance des débats sereins, et nous avons envie que cela continue dans cette mesure. Malika Yebdri. Bien, je ne rentrerai pas dans ce débat sur les questions polémiques. L'ennui lorsqu'il s'agit d'échanger et de discuter dans cette enceinte sur la question du quartier de la Croix-Petit, c'est qu'il y a quand même, et vous me le permettrez, une petite musique qui se joue en permanence et qui laisse entendre subrepticement, on parle de la question de la programmation, de l'urbanisation, du logement, ça me fait écho à des relents de discussions que nous avons eues dans le cadre de campagne électorale et dans le cadre de débats dans cette enceinte autour du projet Croix-Petit. L'ennui, c'est que derrière les questions que vous posez sur les délibérations qui sont soumises à l'approbation de ce conseil municipal, il y a toujours la question mal posée, qui permet la question à tiroir et qui permet d'être dans la représentation et dans le raccourci. Et c'est en cela que c'est dommage, parce que je ne crois pas que nous menons aujourd'hui dans cette enceinte des débats sereins sur un certain nombre de sujets, bien que je considère que sur certains autres, nous ne sommes pas tout à fait sereins, et il n'y a pas forcément de débat serein. En tout cas, je ne crois pas que la présence d'un membre de ce conseil municipal soit sujet à polémique, ou en tout cas fasse que les effets de manche, comme vous les appelez si bien, soient la gestion courante de nos échanges ici. Oui, il a fallu beaucoup de courage et de travail pour que le projet qui a été conçu autour de la Croix-Petit aboutisse. Ils n'étaient pas nombreux, les gens qui croient en ce dispositif et au choix, à la fois de donner un espace meilleur de vie aux habitants de cette ville, à la fois les questions de relogement. Je vous invite à aller regarder des programmes de ce niveau dans d'autres villes. La réussite n'y est pas forcément. Et je pense aujourd'hui qu'on peut s'en féliciter, et en féliciter, en tout cas pour ma part, mes prédécesseurs. Néanmoins, je pense qu'il y a d'autres manières, puisque vous parlez d'échanges sereins, je pense qu'il y a d'autres manières d'aborder des problématiques. Et ce n'est pas parce qu'un habitant nous sollicite les uns et les autres sur des problématiques qu'elles sont la généralité et qu'il ne convient pas d'en tenir compte. Nous en tenons compte. Nous travaillons avec les gens qui habitent cette ville et ce territoire. Nous travaillons avec les habitants de la Croix-Petit d'hier et d'aujourd'hui. Et
je vous invite très sincèrement à vous interroger sur la manière dont vous menez les sujets dans cette instance et la manière dont les raccourcis que vous faites apparaissent, à nos yeux, comme des outils polémiques, et en tout cas des outils politiques. Oui, bien sûr, nous sommes à l'aube d'une campagne législative. Bien, très bien. Alors, ce n'est pas le débat ici. Le débat ici, c'est les questions tiroirs, les raccourcis et la représentation. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a une question de finesse et d'intelligence. On peut conduire l'opposition politique et le faire autrement. Dominique Lefebvre. Oui, monsieur Payette. Moi, je constate que sur une question politique fondamentale, vous apportez une réponse politicienne à côté de la plaque, en voulant faire croire que l'intervention que je viens de faire avait un quelconque lien avec une échéance électorale. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vous savez très bien que la Croix-Petit n'est pas dans la circonscription où je me représente. Non, la Croix-Petit, monsieur Payette, c'est un des symboles forts avec d'autres chantiers dans cette ville, de la manière dont on doit se comporter quand on est responsable politique et qu'on porte un projet de vivre ensemble. J'ai cru comprendre que votre ambition ici était un jour d'accéder aux plus hautes responsabilités dans cette ville. Si vous voulez un jour y accéder, il faudra que vous compreniez que dans une ville comme la nôtre, qui a des forces, mais qui a aussi des fragilités, d'une part, on ne peut pas en parler n'importe comment, et d'autre part, il faut éviter de se mettre dans la posture d'exploitation des peurs et des difficultés. Finalement, l'intervention de Jacques Vasseur disait quoi? Il y a un problème à la Croix-Petit, des gens veulent la quitter. Pour ceux qui sont arrivés hier dans cette ville, n'a pas forcément de sens. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ça a un sens. Ça a un sens parce que de toute façon, ces propos-là conduisent à stigmatiser des populations, que ce soit les populations originaires de la Croix-Petit qui se sont dispersées dans l'ensemble de la ville, ou de populations qui habitaient la Croix-Petit et que nous avons fait revenir dans ce quartier. Et la même expression, je le dis pour vous, mais je pourrais le dire pour bien d'autres, sur tous les bancs, elle est la même quand on parle ici de ce quartier de l'Axe-Major-Horloge. Alors, monsieur Payette, ce n'est pas un sujet pour moi de campagne électorale. C'est un sujet d'éthique, de responsabilité et surtout quelque chose de fondamental par rapport à ce qu'est cette ville. Cette ville, ses habitants, il faut pouvoir en être digne. Et donc, il faut être responsable. Et monsieur Payette, ça ne sert à rien d'aller dans les quartiers, d'avoir une posture d'ouverture, d'être propre sur soi comme vous le faites, pour finalement utiliser des procédés qui en réalité portent atteinte au vivre ensemble dans cette ville. C'est ça que vous faites. Et c'est ça qu'a fait Jacques Vasseur en disant à la Croix-Petit, il y a des problèmes. Et quand on connaît l'histoire de la Croix-Petit, quand on parle de la Croix-Petit, on ne parle pas de ses problèmes aujourd'hui, on parle de sa réussite. Et les vrais responsables politiques, ils ne parlent pas des problèmes, ils les traitent, ils ne les instrumentalisent pas, contrairement à ce que vous venez de faire ce soir. Donc moi, oui, monsieur Payette, au titre de ma responsabilité, de ce que j'ai fait ici pendant 17 ans dans cette ville, et sachant que la Croix-Petit est probablement une des opérations les plus difficiles que nous avons eu à conduire, et une de celles qui a été le mieux réussie, je ne laisserai jamais à croire que cette politique-là n'est pas une réussite, d'autant que les éléments sur lesquels M. Vasseur s'est appuyé pour dire qu'il y a des problèmes à la Croix-Petit sont vraiment complètement erronés. Donc, diffuser des informations erronées,
pour dire qu'il y a des problèmes à un endroit, et laisser à croire que finalement, c'est toujours pareil, et on revient au même, et ça revient comme c'est, et que demain, la Croix-Petit, ce sera comme hier, et que demain, les Hauts-de-Cergy, ce sera comme Saint-Christophe, comme je l'ai entendu, ou que de toute façon, Saint-Christophe n'aura jamais d'avenir, parce qu'il y a trop de pauvres, parce qu'il y a trop de population d'origine étrangère. Ça, c'est l'irresponsabilité en politique dans cette ville, et ceux qui auront cette politique, je crois, se heurteront à une population qui, elle, a une autre vision de cette ville, de son avenir et de ses espoirs. Nadir. Merci. Effectivement, je pense qu'il faut être assez prudent dans ce qu'on fait remonter. Vous l'avez dit, M. Vasseur, et M. Payet aussi l'a dit, il faut faire remonter les informations qui vous parviennent. Néanmoins, je pense que plusieurs points. Le premier, accuser Dominique Lefebvre d'utiliser cette tribune-là à des fins politiques en vue des législatives. Pour moi, avoir vécu ce chantier-là depuis bien longtemps, il a été avec l'équipe municipale qui était en place à cette époque, à l'écoute, présent, même si on a eu de forts désaccords en tant qu'habitant. Je pense qu'aujourd'hui, le discours qu'il porte, on ne peut que y croire, et moi je le soutiens. Ça a été le projet qui a aussi continué avec le mandat qu'on vit actuellement. Et quand je dis qu'il faut être prudent, il est trop simple aujourd'hui de dire, de dire que la Croix-Petit sera celle d'hier. Je ne vais pas dire venez, moi j'y suis tous les soirs, j'y suis là-bas avec mes amis. Peut-être que c'est cet attroupement-là dont vous parlez. Excusez-nous de pouvoir nous retrouver parce qu'on s'est répartis dans les différents quartiers de cette ville. Et le fait de pouvoir se retrouver tous ensemble lorsque le soleil est au rendez-vous, ce n'est pas un problème. Ouvrez les yeux, hein, ouvrez vos fenêtres, on est en 2017, la Croix-Petit n'est plus ce lieu où on ne peut plus passer, où selon vous, il y a encore des trafics. Vous parliez d'attroupement, de trafic. On ne veut plus entendre ces discours-là. À la Croix-Petit, venez, on y va, ensemble. On va rencontrer les habitants, certes au début, où les nouveaux arrivants sont arrivés, ce n'était pas forcément évident, et ça, il ne faut pas le nier. C'est pas évident de venir dans un endroit qui a une histoire. La Croix-Petit en particulier, je sais de quoi je parle parce que je viens de ce quartier-là. Les relations n'étaient pas forcément évidentes. Elles ont su se tendre avec le temps. Ça se passe très très bien aujourd'hui. C'est pas parce que on a un, voire deux témoignages d'habitantes qu'il faut généraliser une problématique sur ce quartier-là. Hein. Vous parlez aussi de logements qui étaient mis à la revente. À voir, je ne pense pas que ce soit aussi alarmant que dans d'autres quartiers de la ville. Certes, il y a des logements qui sont mis à la location, d'autres qui sont remis en vente, qui sont aussitôt revendus. Le quartier vit très très bien. Il ne faut pas faire passer... Moi, ce qui me gêne profondément, c'est qu'on fasse passer ce quartier-là comme un quartier où il pourrait se passer des faits divers, où il y a des trafics. C'est faux. Il n'y a pas de trafic là-bas. Il y en a très 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 peu. Moi, je le dis, hein, il n'y en a pas. Il ne faut pas croire que c'est un quartier où on ne peut pas y vivre correctement. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, venez faire un tour le samedi 20 mai, vous verrez que tous ces collectifs d'associations qui œuvrent au quotidien dans cette ville, notamment dans les Coteaux, mais au quartier des Coteaux et au Grand Centre, mais aussi avec les copros, mais aussi avec les collectifs de mamans et de papas qui se mobilisent, qu'il est possible de vivre ensemble et de faire ensemble. Et c'est sur ça qu'il faut axer. Hein. Quand Malika, quand Dominique disent qu'à un moment donné, il faut tirer le projet vers le haut, ça commence par là. Pointez pas ce qui va mal, pointez ce qui fonctionne bien. Et ça, c'est pas nouveau. Tout le monde le prône. Il faut vraiment pointer du doigt ce qui fonctionne et c'est comme ça qu'on réussira. Après, on peut être dans des postures, on peut être sur ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle d'un quartier comme la Croix-Petit, on parle aussi de cette histoire, de ses habitants. Et ne manquez pas de respect à ses habitants en essayant de faire croire qu'il y a énormément de problèmes. C'est faux. Et je terminerai en vous disant, sur un point qui est très très important. La ville s'est engagée sur la question du logement. Il y a eu un plan de décohabitation qui a été mis en place. Béatrice Mercussi n'est pas là pour en parler, en charge du logement, mais elle a été au bout de ce plan-là. Elle a été au bout de ce plan-là et interrogé l'ensemble des personnes dont j'ai été bénéficiaire. Ils ont tous été relogés. Tous étaient relogés parce qu'ils étaient soit en couple, soit jeunes parents, soit parce qu'ils voulaient s'envoler de leurs propres ailes. On a travaillé sur ces questions-là. La ville a été au bout de ses engagements sur la question du relogement de la décohabitation. Après, vous allez me trouver 1, 2, 3 cas. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais plus largement, on a répondu à cette question-là. Et en plus de ça, même si on s'y est pris un peu tard,
On a aussi su retravailler sur la question du logement, sur la question de la réussite éducative, du scolaire, de l'éducation. Donc, je vous le dis, hein, et on est à l'aise, hein, sans aucun problème. La Croix-Petit n'est pas ce que vous venez de dire. La Croix-Petit, il y fait bon vivre. On y est bien, on y vit bien, et il y a énormément de belles choses qui s'y font. Monsieur Payette. Je déplore que les uns et les autres soient dans leur réponse dans la caricature de ce qu'on a dit. Vous relirez le compte-rendu lorsqu'il sera publié dans quelques semaines, et ensuite on nous dira, bah tiens, c'est bizarre que ce qui est écrit ait pu générer autant de caricatures, autant de raccourcis dans ce qui a été dit par les élus de l'opposition, comme si, Nadir, on avait dit que la Croix-Petit est un quartier où il faisait mal vivre, qui était dangereux, où il y avait énormément de trafic, etc. Si à un moment donné, lorsqu'on lira les comptes rendus, on voit ça, eh bien on sera évidemment très surpris. Oui, moi je connais la Croix-Petit parce que j'y vais, pas tous les soirs, c'est vrai, mais j'y vais régulièrement. Je connais la Croix-Petit et les Cellettes parce que j'y ai habité, aux Cellettes, et donc j'ai encore mes anciens voisins qui me parlent de eux, ce qu'ils voient ici et là, et ils me parlent des réussites, mais ils parlent aussi des problèmes. Et donc je ne laisserai pas croire ici, comme l'a dit le député, que j'irai ici et là avec des postures d'ouverture propres sur moi, comme il le disait, avec l'acrimonie qui est la sienne à chaque fois qu'il prend la parole, et que j'aurai, à l'inverse, dans cette instance, des propos qui seraient violents vis-à-vis des uns et des autres. Oui, nous avons le sens des responsabilités. Et le sens des responsabilités, c'est de dire aussi les choses qui ne vont pas. Vous pensez qu'il faut mettre un voile sur ces questions, il faut se mettre la tête dans les cendres et ne pas porter ces questions en débat. Nous croyons le contraire. Nous pensons qu'il faut en parler. Ce n'est pas caricaturer le quartier, ce n'est pas pointer du doigt le quartier, ce n'est pas mettre au banc des accusés les habitants du quartier, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Encore une fois, ce quartier, je le connais bien, j'en connais les habitants, j'y vais aussi souvent que possible, et à chaque fois que AGPR organise Armée citoyenne, j'y ai été depuis que ça existe. Donc on ne peut pas nous faire le procès de ne pas connaître ce quartier. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a coutume dans cette Assemblée, à chaque fois que les sujets deviennent structurants, que nos propos soient caricaturés à l'envi. Très bien, c'est la démarche dans laquelle vous êtes. Encore une fois, si vous avez entendu de notre bouche, dans nos propos, le fait que ce quartier serait un mauvais quartier, qu'il faudrait fuir et que les gens fuient en masse ce quartier, qu'ils le quittent et qu'aujourd'hui il soit devenu complètement désertifié, eh bien c'est ou bien qu'on s'est très mal exprimé, ou bien que vous n'avez voulu entendre que ce que vous souhaitiez entendre. La démarche dans laquelle nous sommes n'est pas celle-là. Mais moi je le redis encore une fois, il y a effectivement des témoignages, pas un, deux, trois, des témoignages de personnes qui habitent dans le quartier depuis très longtemps, j'ai fait allusion tout à l'heure aux Cellettes, et d'autres qui y sont arrivés depuis plus récemment, qui nous disent la même chose. Et qui nous disent quoi? Pas qu'il y a un problème généralisé, pas qu'il y aurait une espèce de lame de fond qui rendrait ce quartier invivable, mais qu'ici et là, il peut y avoir des désagréments. Je parle de désagréments, je n'ai pas parlé de trafic de masse, j'ai jamais dit ça, nous n'avons jamais dit ça, qu'il peut y avoir ici et là des désagréments, de la façon qu'il peut y avoir ici et là des attroupements, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de généralisé et qui pose des difficultés. Mais si on ne se dit pas les choses, comment est-ce qu'on peut faire avancer les questions? À un moment donné, il faudrait que l'opposition, elle soit là, elle dise oui à tout ce qui se passe dans la majorité, qu'elle vote oui à toutes les délibérations, qu'elle soit d'accord sur tous les sujets qui sont portés, et qu'à aucun moment, elle ne fasse remonter ce que de nombreux habitants lui disent. Ce serait ça le rôle de l'opposition? Alors, où serait la démocratie dans cette instance? Moi, nous croyons que notre rôle, puisque nous sommes dans l'opposition, c'est de mettre sur la table, de mettre dans les débats des sujets qui sont parfois difficiles, qui ne sont pas agréables à entendre, qui ne témoignent pas nécessairement d'une généralisation de difficultés sur la ville, mais qui méritent d'être entendus dans cette instance et qui méritent d'être débattus pour qu'à la fin, vous qui êtes à la majorité, vous qui avez les outils de gestion, vous qui êtes en responsabilité, puissiez y apporter des réponses. Et puis s'il n'y a pas de réponse, eh bien effectivement, le député l'a dit, vous avez là 11 élus
de l'opposition, et puis il y aura des élections municipales, et cette équipe portera un projet qui sera différent du vôtre, sur des sujets qui seront différents du vôtre, mais en revanche, il y a une éthique, une responsabilité et des valeurs. Et croyez-moi, à ce moment-là, nous n'autoriserons jamais qui que ce soit à mettre en valeur notre engagement, à mettre en valeur notre attachement à cette ville, à mettre en valeur notre volonté de la faire prospérer, à mettre en valeur notre souhait que les quartiers de Cergy, tous, réussissent, à mettre en avant le fait que nous croyons à la richesse des potentiels de notre ville, y compris dans les quartiers les plus difficiles, de notre volonté de les faire émerger et de les faire prospérer, de porter cette ville vers l'avenir. Personne ne pourra nous mettre en cause sur ces questions-là, parce que nous portons ces idées, elles sont inscrites dans notre code génétique, et le moment venu, nous les mettrons en avant. Joël Motil. Bon, finalement, on voit bien que, compte tenu de la teneur, de la durée, de la longueur, de la quantité des échanges, c'est que manifestement, il y a à minima un malentendu. À minima. Et donc, il faut quand même comprendre que dans cette histoire, il y a des sensibilités politiques, les sensibilités qui sont celles, pas simplement de camps partisans, mais qui sont celles de ceux qui ont porté des dossiers et qui continuent à les porter. Je pense que peut-être l'expérience démontre ce soir que pour l'avenir, la bonne méthode, pour éviter qu'il y ait un malentendu, ça consiste d'abord à faire émerger la qualité du projet, d'abord de faire émerger le bien-être des habitants, d'ailleurs de faire remonter l'ensemble des solutions bénéfiques qui ont été trouvées, puisque vous dites, Armand, que vous y alliez, que nous aussi, tout le monde y va finalement. C'est marrant, tout le monde y va. C'est que finalement, si tout le monde y va, c'est que ça ne va pas être mal, à moins qu'il y ait un autre enjeu derrière. Mais si tout le monde s'y pointe, c'est comme dans un truc où c'est sympa d'être. Donc c'est vrai que ça c'est bien de le dire. Hein, et donc je pense que le malentendu repose sur une habitude qui a été prise de la part de l'opposition. Mais ce n'est pas vous aujourd'hui, mais c'est ancien, parce que c'est la nature des oppositions qui veut ça. Mais il y a un malentendu, en tout cas, une façon de faire les choses qui fait que la première chose qui remonte dans l'information et dans l'écoute, qui est la nôtre et de celle qu'éventuellement le public peut percevoir, c'est que c'est d'abord la remontée des choses négatives. Et vous savez très bien que c'est très très important cette approche. C'est pour tous les sujets comme ça, Armand. C'est d'abord, on fait remonter des choses positives, on met en valeur ce qui a été fait et bien fait, on félicite tous ceux qui ont construit les associations, les habitants, et les équipes qui ont produit ces grands changements de la qualité du travail réalisé, du suivi. Et puis après, quand on a posé les choses, parce que comme ça, on a fait le travail à minima, je dirais, de reconnaissance politique, on dit néanmoins, sur 2-3 sujets, on a quelques interrogations. C'est exactement les méthodes que nous employons pour nous-mêmes. Ça vaut pour la majorité, ça vaut pour l'opposition. En majorité municipale, il est forcément obligatoire, dès lors qu'on commence à engager un propos, de commencer par faire émerger les réussites. Voilà. Et je pense que la société française, surtout en ce moment, on a quand même intérêt à se gratifier les uns les autres, de dire ce qui marche bien, et puis de dire ensuite les problèmes qui ne vont pas. Et je crois que la nature du débat montre bien que ce qui peut être perçu par nous comme une façon déguisée de toujours revenir sur les choses qui ne vont pas avant que de démontrer que finalement dans la société ça tourne pas mal, ça conduit probablement, alors à minima ou à des malentendus politiques, peut-être plus parfois à des questions de posture, mais en tout cas c'est pas très bon. Donc moi je vous laisse ce que je voulais vous dire, à raison de la façon dont ce débat tourne. Je crois qu'effectivement, puisque tout le monde y va et qu'on va tous s'y retrouver, samedi, à l'occasion d'Armée citoyenne, on aura donc tous l'occasion de célébrer la magnifique réussite de la requalification de ce quartier. On aura tous l'occasion de célébrer la magnifique énergie de l'ensemble de ses habitants et de ses associations. Et on verra que ce jour-là, tout le monde aura oublié que les 2-3 sujets de désaccord ou de remontées négatives que vous avez eues sur le terrain passent largement en arrière-plan de ce que nous sommes aujourd'hui en mesure de constater tous les jours, et vous le premier, de la réussite de ce projet. Monsieur Vasseur. Oui, je rappelle quand même que dans mon propos, j'ai commencé par dire que c'était des logements et des appartements de qualité.
et que j'avais simplement une interrogation. Je n'ai pas parlé de la population. Alors, je vais essayer de conclure déjà par quelques données chiffrées, parce que le temps de ce débat m'a permis d'avoir quelques données. Il y a entre 5 et 10 appartements en vente sur la Croix-Petit, c'est-à-dire moins de 1% des logements, c'est-à-dire vous êtes dans une moyenne qui est inférieure à celle de la ville. Première information. Parce que, à un moment donné, il faut apporter des éléments techniques avant d'apporter des jugements. Deuxième point, la BNP donc, qui a vendu plus de 80 logements sans aucun retard. C'est-à-dire que cela prouve quelque part que le quartier est attractif et qu'il y a des gens qui souhaitent acheter sur ce quartier et y habiter. Voilà. Troisième élément, puisque vous êtes rentré dans ce niveau d'éléments, pourquoi il y a des ventes aujourd'hui? Parce qu'on est sur la sortie d'un système qui s'appelle le PTZ. Et que, comme vous le savez, si vous voulez rentrer dans les détails, comme vous le savez, quand vous avez le PTZ, vous ne pouvez revendre qu'à partir de 10 ans. Voilà, et donc on est dans cette logique-là, et ce qui permet à des gens qui ont depuis 10 ans eu un enfant ou 2 enfants supplémentaires de pouvoir revendre et de pouvoir acheter plus grand. Et bien souvent, ils achètent à Cergy, ce qui est pour nous tout à fait bénéfique. Et après, alors, vous nous avez rajouté les sellettes. Alors, les sellettes, c'est un dossier que je connais par cœur. Par cœur. C'est-à-dire que, comme tout le monde se balade à la Croix-Petit ou Sellettes, bien évidemment, le maire y est souvent. J'ai fait une proposition à la SL présente. Je n'ai pas eu de réponse. La proposition est simple, vous avez un espèce de recoin avec des entrées et sorties de parking, avec un espace public qui traverse, je dirais, entre deux immeubles. J'aurais dit que j'étais prêt à regarder pour leur redonner à l'euro symbolique cette partie-là, afin de fermer cette entrée-sortie de parking et qui permettent ainsi, je dirais, de pouvoir mieux occuper cet espace-là. J'attends toujours. Donc, des solutions, on en a toujours pour des gens qui nous posent un certain nombre de problèmes. Donc, vous voyez, ce sujet-là est bien connu de la part des élus de cette ville et que les problèmes posés ne sont pas ceux forcément que vous avez évoqués. Après, il y a un deuxième point, au-delà de la technique, c'est que, par principe, je pense que nous n'avons aucun intérêt en tant qu'élus de stigmatiser tel ou tel quartier. Quand on stigmatise un quartier, on stigmatise aussi sa population. Et on stigmatise les jeunes qui y vivent. Et vous le savez bien, et je n'ai pas de leçon à vous donner sur ce point-là, mais vous le savez bien, quand on est jeune d'un certain nombre de quartiers, c'est plus difficile de trouver la formation qui va bien, de trouver l'emploi qui va bien, et de pouvoir finalement s'insérer et sortir de ce quartier. Et donc, plus on ira à la stigmatisation de tel ou tel quartier, je ne parle pas là d'un quartier précisément, mais je crois qu'il faut parler de manière générale. Je pense qu'à ce moment-là, on va véritablement à ce que j'appelle la montée des extrêmes, qu'elle soit l'extrême droite ou la gauche extrême. Et personne n'y gagne. Personne n'y gagne. La démocratie n'y gagne pas et les gens qui y vivent n'y gagnent pas non plus. Et donc, à partir de là, nous avons tout intérêt à expliquer qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais vous avez bien compris, nous sommes des élus de proximité et nous connaissons beaucoup de problèmes de cette ville, mais il n'y en a pas autant puisque, je peux vous dire, moi, les problèmes sur un quartier, je les compte au nombre de mails que je reçois sur le quartier. Et je peux vous dire que sur ce quartier-là, il fut un temps, sur des aménagements d'espaces publics
sur lequel nous avons travaillé, nous avons permis d'améliorer un certain nombre de dysfonctionnements vus par la population. Aujourd'hui, je ne reçois plus de mails. Et donc, si je ne reçois plus de mails, pour moi, c'est un vrai indicateur, je dirais, de présence à la fois d'associations, présence d'habitants qui s'investissent dans ce quartier-là. Et je crois que c'est ça que je veux retenir, moi. Je retenais toujours les côtés positifs d'une situation. Et donc, je vous demande véritablement de retenir toujours les côtés positifs. Nous sommes bien conscients qu'il peut y avoir à tel endroit des dysfonctionnements, mais ces dysfonctionnements, nous les réglons dans les capacités de nos compétences, où nous agissons pour que ceux qui sont en compétence puissent intervenir. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois. Enfin, dernier point, qui est plutôt un point de méthode. Ce genre d'intervention n'est pas lié directement à l'exposé des motifs. Je rappelle que l'exposé des motifs est juste le crack. Ce n'est pas du tout la vente ou... Non, le crackle, si tu veux, le craquelant, si tu préfères. Voilà. Mais très concrètement, ce n'est pas lié à l'exposé des motifs. Donc, ce que je vous demande, c'est plutôt de mettre ça alors en questions diverses, pour qu'on puisse échanger sur tel ou tel point, et que ce n'est pas lié directement au sujet pour lequel nous allons voter. Moi, j'aurais été content que vous puissiez dire que c'est un projet qui se termine, qui se passe relativement bien, qu'il y a toujours un certain nombre de points améliorés, mais dans quel quartier il n'y a pas des choses à améliorer? On le sait bien, c'est dans tous les quartiers. Et donc, qu'ils soient des quartiers nouveaux ou des quartiers anciens. Donc, il faut toujours qu'on soit dans cette vision optimiste et qui nous permettra d'avancer. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer et que j'espère que la prochaine fois, nous pourrions avoir ça plutôt en débat en termes de questions diverses que sur l'exposé des motifs en lui-même. Vous avez pu vous réjouir que globalement, ces comptes sont à l'équilibre, ils dégagent un léger bénéfice, qu'il y a un espace public magnifique et des équipements publics qui permettent à tous de se réunir. Voilà moi ce que je retiens de la Croix-Petit et un accompagnement social qui a été exceptionnel. Et Nadir le sait bien, puisque j'ai dû traiter, je dirais, la fin des engagements que nous avons pris et des engagements que, maire après maire, nous avons tenus. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important, tenir ces engagements. Je propose de passer au vote. Alors, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Unanimité. Non, majorité. Ouais, vous voyez, je rêvais. Alors, expositif numéro 27. Donc, Sana Saïtouli est excusée parce qu'elle, comme vous le savez, elle attend un heureux événement et donc nous préférons qu'elle se repose pour être en forme samedi. Voilà. Et donc, je vais juste faire prendre connaissance de cet exposé des motifs, où il s'agit de se mettre en conformité sur les évolutions réglementaires, les exigences de la Caisse nationale des allocations familiales pour le fonctionnement des établissements d'accueil de petite enfance de la ville. Et vous avez derrière le règlement de fonctionnement dont les principales modifications qui peuvent vous intéresser, c'est les délais de réponse après attribution portés à 10 jours au lieu de 8, pour permettre aux familles de réfléchir et de mieux s'organiser. L'annulation du dossier en cas de refus de proposition. Le précédent règlement proposait la remise en liste d'attente en cas de refus. Donc ce point va permettre de diminuer entre autres le nombre de dossiers en liste d'attente et le nombre de désistements est fort, puisqu'on a à peu près 90 désistements entre janvier et mars. Et puis le dernier point, qui sont vraiment des points d'ordre technique, demandés par la CAF, précision sur le calcul du tarif horaire, précision sur le tarif applicable aux accueils d'urgence, précision sur le calcul des heures de présence, et ajout de 2 autorisations d'examiner l'enfant par le médecin de la crèche, autorisation de remplacement chez les assistantes maternelles. Voilà les modifications importantes de ce règlement. Donc vous voyez qu'il y a, je dirais, des ajustements techniques demandés par la Caisse nationale d'allocation familiale,
qui souhaite prendre la parole? Oui, Mme Priez. Donc en fait, nous, c'était plus des remarques pour nous, des points qui manquaient un petit peu de précision pour les familles. Par exemple, dans la décision d'admission, on parle de commission, mais est-ce qu'on ne peut pas noter le nombre de commissions qui se passent dans l'année pour préciser vraiment, puisqu'on sait que beaucoup de familles se plaignent forcément de ne pas avoir de place en crèche, mais vraiment expliquer comment cela fonctionne et combien de commissions sont mises en place par la collectivité. Et je pense dans les critères d'attribution, il n'y a pas, je pense, que l'ordre chronologique. Je pense qu'il y a d'autres critères qui sont établis qui permettraient d'avoir une plus grande fluidité, une plus grande lisibilité pour les familles, en tout cas quand ils ont un refus. Pour les tarifs horaires, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose un peu plus clair, en tout cas, parce que dans la lecture, ça peut être complexe pour une famille, pour voir à peu près quel est le mode de calcul. Est-ce qu'on ne peut pas donner un exemple, un modèle? Et une autre remarque, c'est quelle serait une journée type aussi dans une crèche pour que les familles visualisent quelle sera la journée de leurs enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Alors, je vais répondre. Il y a d'un côté un... À Keltoum, vous voulez répondre? Keltoum. Merci. Alors, au niveau de la commission, là, il s'agit de voter une mise à jour d'un règlement intérieur. C'est là les demandes que tu évoques, Tatiana, à mon avis en tout cas, les critères ils sont expliqués dans le règlement. En revanche, faire donner des exemples, expliquer, etc., pour moi ça répond plus d'une communication de flyer ou autre que d'un règlement. Nadir. Un mot, Sarnal l'avait dit lors de sa dernière intervention lorsqu'elle a présenté le sujet de la petite enfance. Quelque chose qui a été innovant et mis en place, c'est le guide de la petite enfance. Fascicule qu'elle vous a invité aussi à retirer dans tous les équipements publics. Je crois même qu'on en avait à disposition, qui retrace je crois même, il y a toutes les réponses à vos questions dedans, sur le nombre de commissions qui sont au nombre de 2, sur la question des journées types, sur la question du fonctionnement des demandes de places en crèche, comment on attribue les places en crèche. Je cherchais Guillaume, mais qui n'est pas là. En tout cas, là-bas, il y a un fascicule qui est mis en place, qui a été mis en place et qui répond à toutes ces questions. C'est en live, hein. Sana, je parle pour Sana. Oui, alors, je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui est un règlement avec, je dirais, un guide opérationnel ou un guide d'usage. Et c'est vrai que le travail a été fait par les élus et les services de sortir un guide pour bien expliquer, je vous conseille vraiment de le regarder, les différents modes de garde, les choix qui pouvaient être faits par les familles, les différences financières et les aides qui étaient apportées, et puis après le nombre de commissions, la façon dont ça se passait, tout a été fait et vraiment on a essayé de travailler sur le parcours d'une famille par rapport à son enfant. Et je pense que c'est un guide que vous retrouvez aussi sur le site de la ville et qui permet d'avoir toutes ces informations-là. Voilà, donc je pense que vraiment il ne faut pas mélanger les deux. Vous avez souligné un point qui est le critère d'attribution par ordre chronologique, qui est aujourd'hui ce qui est utilisé, mais bien évidemment pour ne pas pénaliser les familles qui ont la joie d'avoir un enfant plutôt au deuxième semestre, il y a aussi un certain nombre de places de réservées dans le cadre de la deuxième commission pour permettre de prendre en compte les naissances après le mois d'août. Donc voilà, donc on essaye de tempérer, mais il y a d'autres sujets que vous n'abordez pas, que je n'aborderai pas ici, mais qui sont des sujets sur lesquels on pourrait, sur les modes d'attribution, comment peut-on favoriser des familles dont les deux parents travaillent par rapport à d'autres, ce qui sont, de mon point de vue, des vrais sujets aujourd'hui et qui ne sont pas, mais nous on respecte la loi et la loi là-dessus est très claire, mais ça fait partie, de mon point de vue, des évolutions qui devraient pouvoir se faire et d'avoir
une différenciation, toujours permettre à tout le monde de pouvoir accéder, je dirais, aux services de la petite enfance, mais peut-être dans des conditions un peu différentes et qui permettent finalement de favoriser quelque part les gens qui travaillent, parce qu'on le sait très bien, ce sont eux aujourd'hui qui sont le plus pénalisés par rapport à la garde d'enfance. Mais on avait discuté déjà la fois dernière, j'avais donné, je me rappelle, des conseils. J'espère qu'un jour ils seront pris en compte par le conseil départemental, parce que je reste persuadé que ça fait partie des petits points d'amélioration qui permettraient peut-être de mieux répondre à la demande des familles. Monsieur Payette. Oui, très brièvement pour ne pas reprendre la parole après vous, mais simplement, donc là c'est le règlement intérieur, donc c'était des remarques de forme que nous formulions. Sur le fond, on partage ce que vous avez dit, sur lequel on a déjà débattu, mais pour moi ça va plus loin, il y a deux sujets. Il y a le sujet que vous évoquez sur le fait des deux parents qui travaillent, et où il faut trouver un mode de garde, parce que sinon un des deux parents est obligé d'arrêter de travailler. C'est un premier point effectivement sur lequel il faut avancer positivement, bien entendu. Et un deuxième point, que j'ai déjà dit la fois dernière, que je redis maintenant, c'est qu'il y a aussi une question de la parentalité pour les femmes seules, avec un enfant, qui sont au RSA notamment, et qui ont besoin de laisser leur enfant à la crèche ou ailleurs pour pouvoir aller retourner travailler. Et donc c'est ces deux publics cibles, j'allais dire, peut-être qui devraient être prioritaires pour réussir, pour les uns, à conserver leur emploi, pour les autres, à en trouver un. De tête, mais Sana n'est pas là. Je sais que nous prenons en compte, bien évidemment, cette catégorie tout à fait spécifique, où un nombre d'enfants extrêmement élevé dans nos crèches qui connaissent une situation de famille monoparentale. Donc ça, c'est tout à fait clair. Par contre, pour être tout à fait aussi sur des projets précis, sur des projets que vous avez vus, à un moment donné, il y avait eu un projet de faire juste une crèche uniquement pour cette catégorie de famille. Moi, je considère que nous n'avons aucun intérêt à commencer, là encore, à stigmatiser, à renfermer, je dirais, une catégorie de famille par rapport aux autres. Et donc, je pense que ce que nous faisons aujourd'hui est quand même bien meilleur, c'est d'accepter dans toutes nos crèches un certain quota, puisqu'il y a quand même, on a mis en place des familles prioritaires, et donc un certain quota qui permet à ce que les enfants ne soient pas, à un moment donné, je dirais, stigmatisés, puisque la stigmatisation est pour moi quelque chose qui nous mène à des situations politiques extrêmes. Voilà, donc je pense qu'on partage bien ce point de vue, mais je suis sûr que je fais confiance, moi, à la prochaine Assemblée législative pour faire évoluer tout ça, parce que je rajoute pas, je considère que c'est vraiment important, ça fait partie de la vie quotidienne des gens, et que la vie quotidienne, elle doit être prise en compte par l'Assemblée nationale. Je propose de passer au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, donc l'opposition s'abstient, majorité pour. Je propose, si vous en êtes d'accord, de passer en revue l'ensemble des exposés. Donc, exposé numéro 1, donc convention de délégation du contingent de la communauté d'agglomération Cergy-Pontoise concernant les logements de la maison relais gérée par l'association Espéré 95. Unanimité. Numéro 2, autorisation de dépôt d'une déclaration préalable de travaux donnée à l'association Le Maillon sur le bâtiment appartenant à la ville cadastrée AS numéro 2. Oui, je ne prends pas part au vote. D'accord. 2. Donc 2 qui ne prennent pas part au vote, et je pense que c'est unanimité pour tout le monde. Je vous demande donc juste de prendre acte du rapport du mandataire pour l'année 2016 de la SPLA. Après, nous avons exposé numéro 5, autorisation de déposer et de signer une déclaration préalable pour la requalification de la rénovation de la Cergy située en zone, en périmètre de ZPPAUP. Majorité pour. Numéro 6, attribution de subvention à l'ASL La Gloriette dans le cadre du fonds d'aide aux ASL et copropriétés pour la sécurisation des espaces communs extérieurs. Unanimité.
Numéro 7, attribution de la subvention de la SL des Linandes vertes pour la réhabilitation de sa voirie et sa sécurisation de ses espaces. Unanimité. Numéro 8, attribution au syndicat de la copropriété des plans pour l'implantation de BAV. Unanimité. Numéro 9, sollicitation d'inscription de nouveaux chemins ruraux et de promenade du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du Val d'Oise. Unanimité. Autorisation donnée au maire ou son représentant légal de signer la demande d'urbanisme de déclaration préalable relative à la mise en conformité du local situé aux 4 places des institutions pour pouvoir y accueillir un PIMS dont on vous parlera, je pense, très prochainement dans un conseil municipal. Là aussi, ça fait partie des actions sociales de solidarité que nous menons pour accompagner les plus démunis face, je dirais, à différentes administrations, différents services publics ou privés. Je pense que ça aussi, c'est une œuvre importante d'accompagnement que nous menons. Donc, unanimité, autorisation donnée au maire sur le marché relatif à la vérification d'entretien, le remplacement du matériel de lutte contre l'incendie. Majorité pour. Numéro 12, donc autorisation donnée au maire, signer les avenants au marché relatif au nettoyage des locaux des bâtiments communaux et la fourniture des consommables associés à l'exécution de l'ensemble des prestations sur différents lots. Majorité pour. Autorisation donnée au maire de signer l'accord cadre mono-attributaire à la fourniture de manuels scolaires, manuels non scolaires, matériel pédagogique. Majorité pour. 14, attribution de subventions à 24 associations culturelles. Unanimité. 15, attribution de subventions à 6 associations sportives. Unanimité. 16, attribution de subventions à l'association porteuse d'action direction des jeunes dans le cadre des VVV. Unanimité. Vie locale et associative, attribution de subventions, association de proximité. Unanimité. Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux activités en direction des familles. Unanimité. Attribution de subventions dans le cadre du FIL. Unanimité. Ah, il y a une abstention, une non-participation au vote. D'accord, donc il y a non-participation au vote pour l'association. Ah, ok. Après 20, attribution de subvention de signature d'une convention à la FAVO. Unanimité. Attribution d'une subvention de signature d'une convention à l'association Le Maillon, donc la même... non-participation au vote. Voilà. Attribution de subvention à l'association Accueil aux familles de détenus du Val d'Oise. Unanimité. Donc 23, signature d'une convention de partenariat avec l'association Accueil, Coopération, Insertion pour les nouveaux arrivants. Unanimité. Attribution de subvention à l'association Appui les villageoises. Unanimité. Attribution de subvention et signature de convention avec l'association œuvrant dans le domaine de la santé. Unanimité. Désignation des représentants de la commune de Cergy à la commission intercommunale d'accessibilité. Majorité pour. Modification du tableau des effectifs. Majorité pour. Recrutement de médecins et professionnels paramédicaux vacataires. D'accord. Oui, comme c'est la gestion, nous allons nous abstenir, mais nous sommes bien évidemment pour le fait de récupérer des médecins et du personnel médical pour les crèches et pour les enfants qui en ont besoin. Je vous remercie de cette explication de vote. Donc, abstention et majorité pour. Modification des ratios d'avancement de grade. Majorité pour. Renouvellement de l'adhésion à l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et collectivités territoriales. Unanimité. Remboursement des frais de mise en fourrière. Unanimité. Attribution de subventions relatives aux anciens combattants. Unanimité. Actualisation des indemnités des élus. Majorité pour.
Délégation des pouvoirs donnés au maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Majorité pour. Et présentation de décision du maire numéro 23-29. Oui, M. Vasseur. Oui, pour la question 27, c'est l'expulsion de la famille. Une expulsion qui a coûté 1 126 €. Quel est le motif de l'expulsion? Occupation sans titre. Donc voilà, donc je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais vous avez bien compris. Voilà, nous avons terminé cette séance de conseil. Je vous remercie par votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée.